Je vais peut-être proposer que nous puissions déjà démarrer, peut-être Meta, si tu peux introduire et comme ça on y va. Et alors nous aurons les participants qui au fur et à mesure vont nous rejoindre. Meta, the floor is yours. Merci Alexandra. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Metanesis Digital Masterclass. Ce thème concerne la vente en temps de crise et vous allez avoir 3 clés pour maintenir à flot votre activité. Je suis contente et heureuse d'être parmi vous avec un public qui est vraiment intéressant et des intervenants aussi passionnants. Je m'appelle Meta Nabou-Cissé. Je suis analyste et réseauteur d'affaires. Je suis fondatrice de Métaconnexion qui a pour objectif d'accompagner la diaspora dans le processus du retour au pays. Voilà, donc à travers la formation, à travers des conseils, à travers la mise en relation d'affaires avec des personnes et des acteurs locaux. Voilà, je veux contribuer justement à l'essor économique de notre pays. Nous avons 3 intervenants pour aujourd'hui. Qui sont-ils? Vous pouvez les voir en image. Nous avons Alexandra Ukuba Kizizier, ingénieure et également détentrice d'un master en gestion de l'école de commerce Solvay Brussels School of Economics and Management. Elle justifie 13 années d'expérience commerciale. Elle est auteure de nombreux articles, livres et vidéos en vente et en entrepreneuriat. Elle est également cofondatrice des centres de formation Metanesis en Belgique et en République démocratique du Congo. Également présidente du centre Exenis. Elle intervient comme conférencière et formatrice agréée en vente et marketing, tant en Belgique qu'en République démocratique du Congo et dans d'autres pays. Elle est enseignante en Belgique dans plusieurs instituts supérieurs où elle y encadre également les travaux de fin d'études pour bachelier en vente, administratrice dans différentes structures, dont la FEC, donc la Fédération des entreprises du Congo. Elle y a mis en place et préside depuis 3 ans déjà un comité professionnel dédié aux formations, le CPF. Voilà, bienvenue à toi Alexandra. Merci Meta. Nous avons Emmanuel Signou, directeur commercial expérimenté. Il justifie une expérience avérée dans le secteur bancaire. Il est expert en gestion de portefeuille, négociation, gestion des risques, gestion et financement du commerce. Il dispose d'un BA en économie et finance de la Manchester Metropolitan University, c'est en Grande-Bretagne, et d'un master en banque et finance de l'Université de Caen, Basse-Normandie, en France. Emmanuel est également cofondateur d'un centre de formation au Cameroun dédié au changement de culture et à la gestion de l'agilité. Il investit dans différentes petites entreprises au Sénégal, au Cameroun et au Kenya. Bienvenue Emmanuel. Merci Meta. Bonjour à tous. Nous avons Guy Christian Modjo. Il est directeur associé de la société BIMAP. Il justifie de 15 ans d'expérience dans les télécoms en Afrique. Une bonne partie de sa carrière est construite dans les fonctions de communication, l'autre partie dans le marketing stratégique et enfin dans la direction opérationnelle. C'est en 2015 qu'il quitte son poste de directeur régional pour embrasser l'entrepreneuriat. Avec des amis et ensemble, ils créent BIMAP, un cabinet conseil en communication. Bienvenue Guy Christian. Merci Meta et bonjour à tous. Voilà. Ici, vous avez l'agenda. Nous allons avoir 4 temps forts. Nous allons avoir la parole aux experts. Nous allons donner la parole à vous, public. Il y aura un mot de la fin. Ensuite, vous pourrez donner votre avis à travers justement les différentes questions et il y a un sondage qui va suivre. Alors, bon, évidemment, nous sommes ici, c'est un format numérique. Il y a quelques règles. Pour que tout le monde passe un bon moment, nous allons vous demander de couper vos micros quand vous n'intervenez pas. Si vous avez des questions, vous utilisez l'option QR ou Q&A, ça dépend de ceux qui l'ont en français ou en anglais. C'est là que nous allons récupérer vos questions
pour pouvoir laisser les experts y répondre. Si vous avez une question que vous voulez adresser à tout le public, vous pouvez utiliser la fonction chat. Voilà, donc si c'est un avis, un partage d'expérience, n'hésitez pas tout au long des interventions de laisser vos messages et mon collègue tout à l'heure reprendra toutes vos questions et on y répondra plus tard. À présent, les experts, vous êtes prêts? Yeah. Yeah. Oui? Ok, on vous donne la parole. Emmanuel, je me pose la question, quelles orientations, parce que tu as une expérience qui est quand même avérée dans tout ce qui est business développement, développement d'activité, quelles orientations, sur base de ce que nous vivons, sur base du contexte dans lequel évolue le business en Afrique, doivent être suggérées humblement pour maintenir le développement d'une activité? Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça? Très bonne question, Alexandra, et merci. Avant de commencer, bon, je vais revenir sur le thème. On parle de vente et crise. Mais en fait, c'est important aussi de prendre un peu de hauteur pour avoir une vue globale en fait de la situation, pour contextualiser les choses. Parce que souvent, on dit que la crise, c'est quelque chose qui vient amplifier en fait soit des faiblesses que vous avez déjà dans votre organisation et ça vient plus vous montrer voilà, quelles sont les difficultés que vous aviez en termes structurels en fait. Donc pour moi, le problème de la vente, ce n'est pas juste une question conjoncturelle, ce n'est pas juste lié à cette crise-là. Pour vous expliquer ça, j'aimerais en fait qu'on rentre dans un cas pratique, vraiment quelque chose que j'ai eu à faire avec beaucoup d'échanges avec des économistes. Dans un des pays, on va dire, qui est un pays de référence aujourd'hui, c'est un pays qui est cité vraiment comme un modèle africain à suivre. Et ce pays, d'ailleurs, vient de passer troisième économie d'Afrique subsaharienne. Donc, je parle du Kenya, bien évidemment. J'ai eu à travailler beaucoup au Kenya ces dernières années. Et dans ces travaux, en fait, on a eu à étudier un peu la structure, parce que pour comprendre vraiment ce problème structurel de la vente, il faut étudier la structure, en fait, des entreprises. Et je pensais que le Kenya, c'est vraiment un très bon exemple pour montrer cela. Juste, Alexandra, revenir sur le slide d'avant. Parce que c'est bien quand on parle de structure d'entreprise, quand on parle de MPME, de micro, petites et moyennes entreprises, qu'on commence tous par la même définition. Donc, il faut qu'on parte de la même définition, sinon ça peut créer des confusions. Donc, c'est pour ça ici, je vous ai mis en fait une définition, on va dire, standard qui est utilisée. C'est une définition de AFC, donc SFI en français. Donc, la Banque mondiale qui donne cette définition standard de ce qu'on appelle une micro-entreprise, une petite entreprise et une entreprise moyenne. Donc, il faut qu'on parte de cette définition-là. Quand je dis micro ou petite ou moyenne entreprise, c'est vraiment de ça dont on parle. Après, cette définition, ce n'est pas le débat aujourd'hui. C'est quelque chose qui peut évoluer d'un état en autre, d'une structure en autre. Et même les banques, des fois, ont leur propre définition, en fait. Voilà. Donc, on peut partir maintenant sur la structure des entreprises au Kenya pour voir les chiffres dont on parle. Il faut savoir qu'au Kenya, aujourd'hui, donc ça, ce sont les statistiques du Bureau des statistiques nationales là-bas au Kenya. Il y a 7,4 millions de MPME au Kenya, dont 1,6 million qui sont formalisés. Donc, comme vous pouvez bien le voir. Donc, en gros, 79% sont dans le secteur dit informel, même si, bon, j'aime pas ce terme informel, je préfère dire le secteur traditionnel. Et 21% sont dans un secteur plus ou moins formalisé, donc qui constitue ce qu'on appelle ici les micros, les petites et les moyennes entreprises. Donc ici, la première fois en fait que j'ai regardé ces chiffres, j'étais vraiment choqué. Parce que déjà, j'avais une autre image en fait du Kenya, bien évidemment. Mais aussi dans mon esprit, j'ai la structure des entreprises qu'on peut retrouver par exemple en France ou en Allemagne par exemple. Ou sur la droite quand même, la droite est beaucoup moins dégarnie que ce qu'on voit ici. Donc ici, quand on regarde, c'est vraiment le constat qui saute tout de suite aux yeux. Il y a un vrai problème en fait de développement, de croissance de nos entreprises africaines. Donc j'entends souvent dire qu'on va travailler, on va faire le nécessaire, il faut des champions africains, mais en fait, le chemin est encore très, très, très long. On n'en est pas encore là. Est-ce que quand vous regardez ce que je disais sur la droite, on a
99% vraiment de nos micro et petites entreprises ont vraiment des difficultés à atteindre la taille critique. Et donc, il faut déjà atteindre une certaine taille critique pour pouvoir parler de croissance ici. Et même quand on regarde dans les entreprises formalisées, on voit que beaucoup d'entreprises, en fait, quelque part, vivotent, si je peux me permettre. Donc, que ce soit micro ou petite entreprise, et ces entreprises ont vraiment beaucoup de mal à atteindre le niveau supérieur. Il ne faut pas oublier les moyennes d'entreprise. Au Kenya, il y en a. Là, ici, évidemment, j'exclus tous les groupes étrangers et aussi les institutionnels. Mais il y a quand même des moyennes entreprises au Kenya. Le problème de ces moyennes entreprises, c'est pareil aussi. Ces moyennes entreprises ont beaucoup de difficultés à passer à l'étape supérieure. Ici, en Europe, vous allez voir, par exemple, l'étape supérieure, ce sont des entreprises à taille intermédiaire, également des grandes entreprises. Et en Allemagne, par exemple, il y a une proportion beaucoup plus importante à ce niveau-là et une proportion qui est plus dans le secteur industriel. Donc, ce qui explique aussi le problème de chômage de masse qu'on peut connaître dans nos pays. Donc, pour connaître vraiment, pour maintenant rentrer dans les raisons, parce que j'ai discuté avec pas mal de personnes là-bas, des experts, des économistes, pour comprendre vraiment les raisons derrière, il faut comprendre en fait de quel type d'entrepreneur dont on parle ici. Si on revient sur le secteur que j'appelle traditionnel donc, ou informel, les 79%, il faut savoir qu'ici, on a deux types d'entrepreneurs particulièrement. On a des entrepreneurs qu'on appelle hashtag entrepreneurs. Donc, hashtag entrepreneurs, ça, je vais vous laisser deviner de quel type d'entrepreneur dont on parle. Souvent, ce sont des entrepreneurs d'ailleurs que je reçois beaucoup de leurs business plans et autres. Donc, pour me demander si je peux les aider à trouver des financements, etc. Mais souvent, quand je pose la question, combien de ventes vous faites actuellement? À la place d'un chiffre, en fait, j'ai de la littérature. Donc, ça vous explique en fait de ce type d'entrepreneur. Mais bon, il ne faut pas être non plus méchant. Hein, il faut commencer quelque part. C'est une bonne chose. Après, derrière, on a les entrepreneurs qu'on appelle lifestyle entrepreneurs. Moi, quelque part, je faisais un peu partie de ce lifestyle entrepreneur. Et je dirais même que j'en fais toujours partie, en fait. Le lifestyle entrepreneur, c'est un peu l'entrepreneur comme Guy, après plusieurs années de loyaux services. On s'est dit, écoute, j'ai quand même assez de niveau maintenant, de qualité, de compétences. Et je pense qu'avec le réseau d'amis que j'ai, je peux avoir ma petite structure et faire mon business moi-même et en même temps avoir un meilleur équilibre, peut-être vie familiale, vie professionnelle, tout ça. Donc, le lifestyle entrepreneur, en fait, quand il commence, il n'est pas du tout dans l'esprit de développer quelque chose d'extraordinaire. En fait, il n'est pas dans cette ambition. Il veut juste arriver à vivre un peu de son activité. Ce qui est aussi un bon point de départ, en fait. Sauf que ces entreprises, souvent, restent juste à ce niveau-là et continuent à vivoter. Et dans ces 79%, vous allez trouver aussi beaucoup d'entreprises inactives. Pour faire un parallèle, c'est avec l'histoire de l'inclusion financière. Je me rappelle les dernières années, on a beaucoup parlé d'inclusion financière. Donc, les banques, c'était la course à quelle banque ouvre le plus de comptes. Et après, les banques se sont rendues compte très rapidement, bon, on ouvre des comptes, mais quand vous regardez leur base de données, il y a plus de la moitié, en fait, qui sont des comptes dormants. Donc, ici, c'est un peu le même phénomène. Donc, on crée beaucoup d'entreprises, mais souvent, ces entreprises, en fait, ne tournent pas ou bien ne tournent pas de façon constante, en fait. C'est vraiment assez sporadique. De temps en temps, il y a de l'activité, de temps en temps, il n'y a rien. Et des fois, l'entrepreneur, il va allier, on va dire, une activité salariale avec l'entrepreneuriat. Et donc, toute cette proportion-là, c'est 79%. Si on doit leur donner vraiment un nom, on va dire que c'est de l'entrepreneuriat de subsistance, en grande majorité. C'est vraiment, au Kenya, ils appellent ça side hustle. Ça veut dire, j'ai mon salariat, et ça, je pense qu'on le fait tous. Hein. On est salarié, mais en même temps, à côté, on a des petites affaires parce qu'il faut arrondir les fins de mois. Donc, ici, il y a un vrai problème de comment ces entreprises doivent faire, comment nos entrepreneurs doivent vraiment faire pour atteindre et sortir en fait de cette catégorie-là pour passer vers l'autre catégorie. Maintenant, quand on arrive vers l'autre catégorie, dans les entreprises formelles, vous voyez, hein, 92,2% de micro. Donc, ça ne bouge pas en fait. La machine est en panne et on peut le voir ici. Et la machine est en panne pour une raison principale, en fait. Il y a un terme que j'aime bien et qu'on utilise beaucoup au Congo, il n'y a pas de carburant.
Donc ici, il faut dire que sans carburant, ça ne bouge pas. Et l'autre phénomène qu'on a constaté dans ce secteur formalisé, pourquoi la machine est souvent grippée, même avant le coronavirus? Parce qu'en fait, ces entreprises, il y a un phénomène, il y a un type d'entrepreneur là-bas au Kenya qu'on appelle tenderpreneurs. Tender en français, c'est appel d'offres. Donc, ce sont les entrepreneurs d'appel d'offres. Et en fait, ce phénomène-là fait que ces entreprises, j'ouvre une entreprise parce que j'ai un parapluie politique qui me permet d'obtenir un marché et puis de faire un business et puis je passe encore à une autre opportunité. Donc, cette façon de fonctionner-là, cette mentalité-là fait qu'il est impossible, en fait, de toute façon, d'aller de l'avant parce que tout simplement, il y a un changement de mentalité qui doit s'opérer ici. Et ce changement de mentalité, c'est, pour le comprendre, il faut juste voir le carburant dont on parle. Si vous voulez vraiment atteindre une taille critique et à un moment donné croître, il faut qu'il y ait un flux constant et régulier de ce carburant pour alimenter la machine. Et ce flux constant et régulier, on ne peut pas l'obtenir si on compte uniquement sur le parapluie politique, si on compte uniquement sur son petit réseau d'affaires ou si on compte uniquement sur un argument que j'entends beaucoup, fait en Afrique par des Africains. Donc, le fait en Afrique ou bien le fait au Congo par des Congolais ne suffisent pas pour atteindre cette taille-là et vraiment pour grandir. Et ça, c'est un problème vraiment de fond qui est lié aussi à ce que j'appellerais ici une culture de la vente, une culture d'excellence commerciale en fait. Il y a une discussion que j'avais eue au Kenya avec pas mal d'entrepreneurs et ils m'ont tous dit, écoutez Emmanuel, les banques nous ont oubliés en cours de route. Et quand je dis cette culture commerciale, cette culture du client, en fait, je dis nous parce qu'en tant que banquier, je suis aussi là-dedans. Et je vais vous dire, en fait, on a oublié le client en cours de route. On l'a laissé quelque part. Et donc, pour que vraiment qu'on résout ce problème culturel, je pense qu'il faut qu'on ramène le client au centre du business, en fait. Et on ne peut pas ramener le client au centre du business si on utilise la vente, la formation, le marketing ou même la communication comme une variable d'ajustement, surtout en période de crise. Si on fait le sondage, vous allez vous rendre compte dans toutes les organisations, avec cette crise-là, qu'est-ce qu'on a fait? OK, il faut réduire les coûts. Les premiers budgets qu'on va raboter, c'est formation, communication, marketing, puisque ce n'est pas si nécessaire que ça. Et même dans nos exercices de budgétisation, souvent, ce sont les parents pauvres, en fait. Donc je pense qu'il y a vraiment un changement de paradigme à avoir ici. Il faut institutionnaliser cette culture du client dans nos organisations pour avoir cette capacité d'élargir sa base de clients, pour avoir cette capacité de bien comprendre les besoins de ces clients-là. Et ainsi, on pourra alimenter de façon constante et régulière cette machine-là avec du carburant, un flux de carburant qui va venir vraiment de cette clientèle-là. Et je pense qu'il faut qu'on utilise cette crise-là comme une opportunité pour se dire, OK, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener le client au centre en fait, de notre business? Et pour cette partie-là, je pense que je vais laisser la parole à Alexandra et va vous donner vraiment des clés pour essayer de faire ce qu'il faut pour récupérer le client qu'on a laissé en cours de route. Alexandra, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus par rapport à la relation client? Comment ramener d'une part le client pendant cette période de crise-là pour maintenir son activité à flot et comment maintenir ces efforts-là pour vraiment changer cette mentalité-là? En tout cas, merci Emmanuel parce que ce que tu as dit me parle. Me parle dans la mesure non seulement où je suis moi-même opérateur, donc je fais vivre une société et elle se déploie, mais aussi dans la mesure où tu prêches une convaincue de l'importance du client au centre de la démarche. Alors, de ce fait-là, peut-être que si je viens et que je donne juste des clés, on va se dire, oui, mais bon, c'est trop facile, c'est de la formation. On n'est pas sur un plateau de formation. On est sur un panel, on est en train de partager au travers de cette masterclass des choses vécues, un peu comme tu nous as parlé du Kenya. Alors, pour parler de manière beaucoup plus concrète et pratique, je vais carrément faire du storytelling. Je vais partager avec vous concrètement la manière dont nous, Métanésis, dans notre manière de pouvoir se comporter avec le client,
nous avons un petit peu adapté l'expérience client, ajusté des choses pour vraiment institutionnaliser encore plus cette culture de la vente parce que nous avons aussi des clients. Alors, de manière un peu plus concrète, je vais commencer d'abord par fixer un cadre de définition pour l'expérience client. C'est quoi l'expérience client? De manière très simple, l'expérience client, vous pouvez simplement la considérer comme l'ensemble des émotions ou encore des perceptions que vous allez procurer à vos clients au travers des interactions que vous aurez avec eux. Donc finalement, on va dire, vous avez des contacts avec vos clients au travers de vos produits, au travers de la relation de votre force de vente ou même de vos collaborateurs ou même de vous-même en tant qu'entrepreneur avec vos clients, au travers de votre point de vente, de votre agence, de votre com. En gros, il y a le client, il y a vous et il y a cette interaction, ces contacts. Alors, lorsque nous avons un petit peu été tous brusqués par cette crise, sachant comme la majorité, vous le savez, que dans le cas de Metanesis, nous opérons tant au Congo qu'en Belgique, donc ce qui fait que moi, de par ma position, je suis amenée à vraiment être entre les deux pays, nous sommes posés toute une série de questions parce que nous étions brusqués. La première question, c'était comment maintenir cette relation client en étant à distance? Parce que vous savez, psychologiquement, la distance, quand quelqu'un est dans le même pays, c'est encore différent que quand la personne, pourtant on est tous confinés, enfin, nous étions tous confinés à la maison, mais que quelqu'un qui est confiné en Belgique. Et on sait que dans notre culture, quand tu n'es pas là, il n'y a rien qui se fait, on t'oublie. Alors, par rapport à ça, il y a différentes déjà réflexions, différentes pistes sur lesquelles nous avons décidé de capitaliser. Tout d'abord, nous sommes dit, OK, il faut multiplier les points de contact. Ce qui est sûr, avec ce qui se passe, cette crise sanitaire nous met face au pied du mur. Aujourd'hui, l'expérience client a tendance à beaucoup se vivre au travers des centres des salles de formation, au travers des agences, pour ceux qui ont des agences, ok. Mais là, les choses ne seront plus les mêmes. Donc, quelque part, il faut réfléchir à maintenir, à multiplier surtout ces fameuses interactions. On ne peut plus se limiter uniquement à l'expérience vécue dans un lieu géographique donné. Deuxièmement, on s'est dit, la bienveillance est importante. On a tous été chamboulés et on a compris que cette crise n'a pas simplement bouleversé nos business, mais avant tout, elle a bouleversé nos vies, nos familles, bouleversé finalement les relations même privées qu'on pouvait avoir avec les nôtres. Donc, on s'est dit, une maladresse pourrait vraiment être malvenue. Donc, attention, bienveillance. Troisième élément, excusez-moi, on s'est dit, au fait, on est face à une crise qui nous pousse à une transformation. Mais cette transformation ne peut pas se faire n'importe comment. Donc, on a intérêt à mettre en place des outils pour écouter de manière plus attentive le client, car finalement, c'est lui qui doit nous dire comment est-ce qu'on doit se transformer. C'est sa manière de se comporter qui doit orienter nos transformations à nous. Et enfin, un des éléments sur lesquels on a pas mal réfléchi, ça a été l'agilité. Parce que les plus rapides à comprendre les changements, les plus rapides à les implémenter et les plus rapides à communiquer sur ces changements sont ceux qui vont le plus rapidement s'en sortir. Donc, on s'est dit, il faut de l'agilité. Alors, de manière plus concrète, si je prends juste la sphère produits et relations, au niveau des produits, nous avons commencé tout d'abord par réfléchir à cette histoire de vendre nos produits à distance. Alors, pour ceux qui nous connaissent, vous allez dire, oui, mais Metanesis, ce n'est pas vraiment un problème parce que vous avez quand même des formations que vous dispensez au travers d'une plateforme en ligne. Oui, c'est vrai. C'est vrai que humblement, nous avons été avant-gardistes dans ce domaine. C'est vrai qu'effectivement, nos produits sont disponibles en ligne. Mais il y a une différence entre avoir un produit disponible en ligne et mettre l'accent, faire le focus, en faire vraiment son cœur de métier. Donc, on a réalisé qu'il fallait non seulement arriver à correctement, donc pas correctement, on va dire, à mettre un accent sur l'existence de ces produits-là, mais également arriver à voir comment les rendre encore plus accessibles pour les clients. Alors, pour les structures qui nous suivent et qui n'ont pas forcément de produits en ligne, moi je dirais, il ne faut pas se bloquer. Je suis sûre que quand vous réfléchissez sur la chaîne de valeur qui vous lie à vos clients, il y a bien un point, un endroit, une partie qui peut être transformée. Laquelle?
C'est le travail de la réflexion. Laquelle? C'est le travail d'un questionnement réfléchi auprès des clients. Donc, première clé, on est parti sur comment arriver à bien asseoir le business qu'on avait déjà en ligne. Le deuxième élément a été de réfléchir pour l'après. C'est bien de penser à la crise, mais s'il y a une chose dont on est sûr aujourd'hui, c'est que l'avant-crise ne sera pas l'après-crise. Parce que comme je vous l'ai même dit tout à l'heure, si le lieu par excellence de l'expérience client était nos bureaux, nos centres de formation, nos agences, détrempez-vous, les choses ont changé. Je vous donne un bête exemple. Hier, j'ai été à ma banque. Et c'était fou parce que autant pendant tout le long de la crise, on a eu à traiter un dossier qui était très, très important, mais très sensible aussi par téléphone. Et on a vraiment été accompagnés que mon associé en ressortant, donc on devait aller pour une signature, en ressortant, il me dit, mais wow, c'était froid, c'était pas... Parce que forcément, avec toutes les mesures, l'espèce de... Enfin, la désinfection, la distanciation, finalement, ça crée une ambiance qui fait que, ben, clairement, une structure qui capitalisait, qui misait sur ce type de proximité avec ses clients, devra compenser autrement. Donc moi, je me suis dit, clairement, ils ont réussi le pari de transformation parce que l'expérience que j'ai eue en ligne, en discussion, en échange, à distance, était limite meilleure à ce que j'ai rencontré sur le terrain. Pourtant, je ne le reproche rien parce qu'on est tous victimes de ces adaptations pour notre bien à tous. Donc, c'est de dire, voilà, nous, de notre côté, on a mis en place des réunions, on a commencé à discuter innovation, stratégie. Et ce qu'on a fait de particulier, c'est qu'on s'est refusé à ce que ce soit une discussion limitée au niveau du management. On l'a ouvert aux équipes. Et je vous dis vraiment, j'ai personnellement eu, et mon associé le dit encore, une expérience qui est formidable. Les idées qui ont été générées, qui ont été proposées, finalement, ces réunions périodiques que nous faisons ont apporté un souffle nouveau, des idées auxquelles on ne pensait pas et une transformation qui fait qu'aujourd'hui, je sens qu'il y a vraiment un avant et après en termes même de la gestion de l'équipe et de la société. Donc, il y a eu des exigences qui ont dû être anticipées. Je vais maintenant me recentrer au niveau de la relation client. On oublie le produit. Au niveau de la relation client, on s'est posé des questions. Comment aider les clients dans cette période de tumulte, dans cette période de turbulence? Dans notre cas à nous, on s'est dit la manière la plus efficace de le faire, c'est en proposant, en arrivant à donner aux clients un contenu de valeur, mais qui est gratuit. Il faut qu'on montre aux clients que nous restons présents et disponibles à l'idée, en se disant que nous sommes humains, il s'en souviendra après. Après, si le client ne s'en souvient pas, c'est pas grave. Mais au moins, on intervient comme partenaire pour aider à solutionner. De manière concrète, nous avions déjà une plateforme Exenis qui fournissait des formations, on va dire, qui étaient offertes. On a redoublé les efforts pour mettre en place un partenariat avec un télécom de manière à se dire, voilà, les datas ne sont pas facturées. Vraiment, on a travaillé pendant cette période de crise, multiplier les réunions pour rendre cela accessible. À notre niveau, c'était la manière de fonctionner. Mais vous pouvez réfléchir et vous dire, quel est ce contenu, sans pour autant tout dévoiler non plus, mais comment je peux aider mes clients? On ne peut pas sortir de cette crise et rester uniquement focus business et insensible aux clients. C'est juste pas possible. Deuxième question qu'on s'est posée par rapport à la relation client. On s'est demandé, mais comment mieux gérer? Parce que c'est vrai qu'on avait des outils, c'est vrai qu'on les utilisait, mais on capitalisait beaucoup sur la proximité physique, le fait de les voir, de passer, c'est juste pas possible. Donc, ce qu'on s'est dit, prenons les outils qu'on a et travaillons avec ces outils-là. Je vous promets qu'on a découvert une de ces performances au travers de ces outils que vous n'avez pas idée. Vraiment, on a pris le temps de former les équipes, de se former. C'était pas évident, je vous promets. Moi, je me sens fatiguée de cette crise physiquement parce que ça a été un gros travail. Mais honnêtement, le fruit est bon à manger parce qu'on réalise qu'on avait de l'or qu'on n'exploitait pas. Pourtant, on est dans la vente. Et du coup, tous ces outils nous ont aidés à pouvoir mieux gérer, mieux accompagner, mieux être proche. Je vais vraiment vous dire que personnellement, je ressors de cette crise, mais j'ai l'impression d'avoir grandi dans ma propre compréhension de la relation client et dans la manière de gérer. Aujourd'hui, le digital ne m'a pas expliqué, mais s'est montré être un allié de choix. Au-delà même de ma propre énergie, de mon profil peut-être, ou du profil de mes collaborateurs, le digital a été un excellent collaborateur pour moi. Donc, c'est de dire,
Nous, on a capitalisé sur des outils qui existent, qui ne sont pas forcément hyper chers, qui sont accessibles pour gérer la relation client. Donc, ça a vraiment été un élément sur lequel on a travaillé. L'accès à l'information. Souvent, les clients nous contactent. Vous aussi, dans votre cœur de métier, dans votre activité, j'imagine les clients vous contactent pour avoir des réponses à des questions, pour des préoccupations. On s'est dit, avec les challenges qu'on a, il faut désengorger tous ces canaux. Il faut arriver à rendre l'information facile. De manière concrète, qu'est-ce que nous, on a fait? C'est que, par exemple, au niveau de nos sites, de nos plateformes de formation en ligne, on avait l'habitude, lorsque les clients suivaient ou quoi, on mettait un numéro de contact, une adresse mail, ils nous contactaient et on pouvait les accompagner en répondant à leurs besoins ou on passait même directement en entreprise. Là, on a créé une rubrique FAQ. Quelles sont vos questions? Et là, on a anticipé toute une série de scénarios problématiques en proposant des solutions. Finalement, on s'est dit, on ne veut pas garder le monopole de la réponse aux questions ou aux problématiques. On veut que l'info soit disponible, que quelqu'un ait vraiment, comme on dit, une fluidité dans l'expérience client. Donc, on veut réduire l'effort, le Customer Effort Score, l'effort que font les clients pour jouir, bénéficier de nos produits. Alors, vous, de votre côté, vous pouvez réfléchir et voir comment vous pouvez faciliter cette information-là. Ça dépend d'un business à l'autre, mais je pense qu'en réfléchissant, on peut toujours arriver à proposer quelque chose. La facilitation de la relation client. Clairement, là, on a vu comment on pouvait alléger nos procédures, alléger un petit peu la manière dont les critères ou les règles qu'on fixait dans le relationnel avec les clients. Par exemple, en termes de traitement d'offres, en termes d'accessibilité, d'accord, oui, clairement d'accessibilité, on s'est dit on doit être présent. Je vous donne un bête cas, un cas vécu. On a mis en place depuis quelque temps un learning club, une espèce de club d'apprentissage et autres. Et donc, du coup, on s'était dit à la base que ce club-là, pour y accéder, avait toute une série de critères. C'était des critères qui nous semblaient importants. Et en réfléchissant, au bout de 3-4 réunions où on revenait dessus, on s'est dit non. Avec les temps actuels, les gens sont sensibles, les gens ont besoin qu'on puisse vraiment leur faciliter la vie. Il faut qu'on puisse faciliter l'accession à ce type d'outils. Parce que si on commence pour cette plateforme-là de relationnel à compliquer, les gens sont fatigués, ils laissent tomber. De nouveau, on revient à ce Customer Effort Score. Alors moi, je vous pose la question, comment dans votre cas à vous, vous pouvez arriver à fluidifier, à faciliter la relation, l'accessibilité à votre produit? Je ne vous demande pas d'aller et de casser toutes les règles qui permettent de garantir la sûreté des revenus, de vos revenus, c'est pas ça. Je dis juste réfléchissez. Si vous pouvez vous montrer plus large, plus souple, c'est très bien. Je vois simplement, par exemple, certaines banques ici qui ont fait quoi? Eh bien, ils ont décidé de reporter certaines échéances crédit. C'est une manière de fonctionner. Je ne vous demande pas de le faire, mais de réfléchir. Il y en a certains, je me souviens à l'époque, pour faire une acquisition, encore pour des transactions bancaires, on devait absolument passer et signer un document. Mais aujourd'hui, il y a des outils qui ont été utilisés. Moi, j'ai signé énormément de documents qui m'ont engagé personnellement, qui ont engagé la société à distance. Donc, faciliter cette relation, je pense que c'est important. Avant-dernier élément sur lequel on a réfléchi, c'est rester proche des clients. Ben là, clairement, on a essayé de montrer aux clients qu'au-delà du business qu'ils peuvent nous rapporter, on s'intéresse aux personnes qui sont dans les institutions. Donc, on avait nos espèces de calls ou WhatsApp ou messages pour give me news, comment ça va? Donne-moi de tes nouvelles, qu'est-ce que tu deviens? Et là, c'était pas, oui, on veut, en tout cas, je veux être sincère avec vous, volontairement, on n'a pas été direct. En tout cas, je ne me souviens pas que dans l'équipe, on a fait des relances comme ça, et je peux vous dire que nos clients savent que dans les relances clients, on y va. Mais on n'était pas dans ça. On a laissé les clients venir vers nous pour nous donner des suivis. Par contre, nous, c'était vraiment s'assurer que le client passe bien, parce que s'il est bien, notre business, il est bien et l'après sera bien. Donc, on a beaucoup capitalisé sur ça. Et enfin, comment l'entretenir ce relationnel? On s'est dit, on va essayer de pouvoir faire les choses comme d'habitude, mais en misant sur le digital. Zoom, vous connaissez, nous sommes tous connectés. Je pense que vraiment, ils ont bien surfé sur cette vague et tant mieux pour eux, chapeau à eux. Mais on s'est dit, des réunions, on les maintient, on change la manière de fonctionner. On essaye d'avoir une approche plus personnalisée. On se sert des outils qu'on a pour continuer à avancer, ne pas montrer qu'on est à l'arrêt, montrer qu'on est confiant sur le lendemain.
Donc finalement, tout ça pour vous dire qu'on est passé de la relation au parcours client. On est passé du relationnel, vraiment de conversion, au tunnel de vente pour à tout moment être présent et accompagner le client. Alors, pour faire simple, pour résumer ma partie, je dirais juste ceci. En tant que responsable d'institution, si je peux humblement vous donner une clé, ce sera de dire de revoir pour cette période votre manière de pouvoir fixer les objectifs, dans le sens où souvent on a tendance à être dans des objectifs purement quantitatifs. C'est important. On fait du business, on n'est pas dans le caritatif, c'est normal. Mais je crois qu'aujourd'hui, la crise a démontré que tous nos forecasts, tous nos targets, nos forecasts, on les oublie, les prévisions, les targets, ils ne seront peut-être pas atteints. Par contre, s'il y a bien des targets qui, au-delà de la crise, peuvent être atteints et être suivis, clairement, on a bien les objectifs qualitatifs. C'est-à-dire ceux qui visent à encourager les équipes à pouvoir user de comportements, qui vont favoriser cette relation avec le client. Donc, je vais vous dire vraiment, faites un focus, encouragez les équipes, travaillez dessus. Vous allez me dire, oui, mais comment de manière concrète? Pour moi, vous devez pousser vos équipes, et là, je m'adresse aussi aux équipes. Les compétences digitales deviennent incontournables. Clairement, on vient de faire un saut technologique. La vente a changé de figure. On n'est plus juste sur une figure face à face, on est sur une figure digitale. Donc, vous devez vous former en social selling. Il n'y a pas besoin d'aller prendre des cours hyper compliqués. Vous devez vous former. Il y a des formations qui existent. Formez-vous, la e-communication, le e-marketing. Et vous, s'il vous plaît, faites preuve de bienveillance dans cette gestion et dans cet accompagnement. Ça pourrait sembler être un retrait, mais c'est un retrait pour vous permettre de mieux rebondir et de manière beaucoup plus agile et performante. Donc moi, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire, mais je pense qu'on a parlé du client externe, mais je crois qu'il y a une dimension interne. Et Guy Christian, moi, j'aimerais que tu puisses nous expliquer comment, selon toi, on peut communiquer de manière efficace quand justement, je m'adresse à un management, mais qui navigue à vue. Ils font comment? Alexandra, quand tu m'as posé la même question il y a quelques jours, je me suis dit, mince, Alexandra, je suis en train d'essayer de me chercher moi-même. On est tous en crise, on a tous été surpris. Pas évident. Je commence par ce constat que Emmanuel a fait tout à l'heure quand on regarde le graphe du Kenya sur les MPME. Je regarde un peu à tous les efforts, comment Alexandra se cherche en tant qu'experte en vente pour garder le business à flot. On est dans une situation de crise qui a créé de l'insécurité professionnelle, qui a créé un manque de visibilité, des lendemains incertains, que ce soit les propriétaires des entités et aussi les collaborateurs. On est tous dans le même truc. Conséquence, il y a des sentiments un peu bizarres, il y a de l'inquiétude, il y a de l'anxiété, il y a de la peur, il y a de la nervosité, mais ce que tout ça crée malheureusement, et c'est pour ça qu'il faut en parler, et encore une fois, merci de nous avoir associés à ça, c'est qu'il y a une baisse de productivité, en dehors du fait même qu'on est rentré dans une crise qui nous a fait rater, nous tous, à quelques exceptions près, on a tous raté nos forecasts, mais il y a un risque de baisse de productivité, même dans les jours qui viennent, simplement à cause de cette insécurité, de ce sentiment de manque de visibilité. En interne, effectivement, et moi c'est l'angle que j'ai regardé, mais avant de répondre en fait à cette question sur comment communiquer, on est obligé de regarder ça, on est obligé de le disséquer en 3 petits piliers. La première chose, c'est que comment gérer un changement brusque? Parlant de changement brusque, on est tous en train de faire face à un changement extrêmement brutal. Brusque, c'est même gentil. C'est brutal ce qui est arrivé avec Covid-19. Deuxième chose, comment tu gardes les équipes motivées? Ah, ça, c'est une belle question, mais comment toi-même, en tant que chef d'entreprise, tu te gardes motivé? Là aussi, c'est une question intéressante. Troisième chose, finalement, c'est comment tu crées de l'alignement pour les défis à venir. Emmanuel a parlé d'après-Covid, Alexandra a parlé d'un après-Covid, il y aura un après-Covid, mais comment avoir un alignement? Un alignement, ça veut dire, moi, chef d'entreprise, et mes collaborateurs, ceux qui sont censés m'aider à atteindre nos objectifs, il faut à un moment qu'on se rencontre. Et comment faire en sorte qu'on crée un alignement pour affronter les défis à venir? Quelques petites idées. Première chose, il faut absolument
à un moment, surtout dans un moment de crise comme ça, identifier dans l'organisation ce que moi j'appelle des collaborateurs influenceurs. Collaborateurs influenceurs, ce n'est pas forcément le directeur général d'entreprise, ce n'est pas forcément les membres du comité de gestion, ce n'est pas forcément les codires, c'est aussi, ça peut être des superviseurs, ça peut être des managers, ça peut être des frontlines. Ce sont des gens qui, dans l'organisation, et vous en avez, qui ont un certain aura, qui ont une certaine vision de votre propre business, peut-être que vous n'avez pas, qui regardent les choses peut-être d'une manière que vous ne connaissez pas, mais qui font montre d'un certain sens de responsabilité, qui font montre d'un certain sens d'objectivité dans le travail qu'ils font. Ce sont des gens qui, à un moment donné, surtout en période de crise, vont vous aider à obtenir cet alignement dont vous avez besoin, ce ralliement dont vous avez besoin pour relever les défis qui vont venir. Des fois, en tant que manager, chef d'entreprise et autres, quand on a une organisation de 30, 40, 60 personnes, on n'a pas l'opportunité de parler à tout le monde tout le temps. Mais vous avez dans des organisations des collaborateurs influenceurs, ça peut être le superviseur qui a 3, 4, 5 personnes qui l'influencent dans son département, dans son petit milieu de travail. Il faut absolument identifier ces gens rapidement pendant des périodes de crise. Mais pourquoi les identifier? Ça m'amène à mon deuxième point. C'est qu'à un moment, et j'aime bien l'introduction d'Emmanuel. Emmanuel est allé tout de suite sur des faits factuels, des chiffres, des courbes. Il faut à un moment accepter ou confronter la brutalité des faits. Ce que j'appelle brutalité des faits, c'est qu'aujourd'hui, avec la crise, avec ce qui est arrivé, j'ai dit tout à l'heure qu'on a raté nos forecasts, la plupart d'entre nous, il faut avoir le courage de regarder à ces chiffres et d'accepter la brutalité de ces faits. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et que beaucoup de ceux qui sont dans le métier connaissent. La seule chose qui reste constante dans la vie, je dirais même dans les affaires, c'est le changement. Maintenant, c'est une phrase qu'on connaît depuis qu'on travaille tous depuis 10-15 ans. Hein. Mais par contre, le genre de crise que chacun d'entre nous avons vu, c'est plus qu'un changement. Donc, il faut intégrer finalement le fait que Covid-19, oui, ça va passer, il y aura autre chose après. Ça aura un autre nom, je n'en sais rien. La seule chose qui reste constante dans la vie, dans les affaires, c'est le changement. Donc, deuxième chose, regardez à ces chiffres, regardez aux perspectives, ayons le courage de regarder et de faire ressortir les risques. Il faut que tout le monde dans l'organisation comprenne, intègre ça. Il faut que les anglophones disent, il faut un buy-in de toute l'organisation. C'est important. Mais encore une fois, les collaborateurs influenceurs sont les premiers à mettre dans le bateau. Troisième chose, j'ai appelé ça vendre un nouveau paradigme. Et ce nouveau paradigme, pour moi, je me suis rendu compte finalement que le chaos dans lequel nous sommes maintenant, d'ailleurs, le chaos provoque toujours un nouveau concept ou une nouvelle idée. Ça peut, ça a sa proportion de négativité que l'on constate nous tous au jour d'aujourd'hui, mais avec un petit recul, on va tous se rendre compte que le chaos va toujours provoquer un nouveau concept, une nouvelle idée. Alessandra parlait tout à l'heure d'une réunion qu'elle a tenue il n'y a pas longtemps avec ses collaborateurs, et au sortir de cette réunion, effectivement, il y a eu tellement des idées, il y a eu tellement des choses en temps normal. Ils n'ont jamais eu le temps, ils n'ont jamais eu le temps de sortir ce genre d'idées, mais il se fait que pendant le chaos, voilà, il y a des choses qui sortent. J'ai expérimenté la même chose et je l'ai partagé avec les amis hier. La même chose, on est assis, on s'est mis il y a quelques jours avec des collaborateurs à moi à réfléchir sur 2-3 petites choses. Et quelqu'un d'entre nous, à la fin, disait, mais mince, il a fallu qu'on soit dans ce chaos pour qu'on sorte ces idées superbes. Ah ben voilà, le chaos va toujours provoquer un concept, un nouveau concept, une nouvelle idée. Il faut simplement en être conscient. J'ai illustré sur l'écran quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, pour qui j'ai eu l'opportunité de travailler, Dr Saad Al-Barak, qui a géré Zain, qui est un groupe de télécommunications au Moyen-Orient, qui pendant un moment avait racheté 17 opérations en Afrique. Il est venu avec un concept
qu'il a transposé aussi dans le magazine interne à l'époque de l'entreprise, qui s'appelait Chaos by Design. Au début, nous n'avions pas très bien compris son approche, mais il est venu en bousculant tout ce que nous avions comme process, manière de faire. Il a tout bousculé, il a tout challengé, il a ramené une nouvelle manière de faire. On a eu du mal pendant un long moment, effectivement, à accepter, à comprendre. Ce fut un long voyage, mais finalement, on se rend compte que de ce chaos qu'il a volontairement créé, est sortie une vision qu'il avait déjà, mais qui était une vision extrêmement intéressante. Si vous suivez le parcours de ce monsieur, je vous invite à lire un peu sur Dr. Saad Al-Barak. C'est quelqu'un qui continue à avoir une carrière extraordinaire. Donc, le chaos, ça provoque toujours un nouveau concept, ça provoque une nouvelle idée. Il faut juste être attentif. Dernière chose, ça, je rentre un peu dans le domaine d'Alexandra, mais je ne suis pas expert dans ce domaine-là. C'est le moment, effectivement, en temps de crise, de créer, d'encourager des cadres de réflexion. Alexandra en a parlé. J'ai rajouté quelque chose que j'ai expérimenté moi-même. Il faut dire qu'en période de crise, nous sommes tous en train d'expérimenter des choses et c'est pour ça qu'on les partage. On est tous en train de tester des choses, c'est pour ça qu'on les partage. C'est que finalement, toutes ces nouvelles idées qui vont sortir en temps de crise, c'est de voir de quelle manière y rajouter quelques incentives, des choses qui vont permettre à l'équipe, aux collaborateurs de se dire, tiens mince, effectivement, j'ai sorti une idée. Si ça marche, moi, en tant que collaborateur dans cette entreprise, voilà, cette incentive peut me permettre, voilà, d'avoir un petit plus pour arrondir mes mois. C'est des moments où on doit trouver dans les organisations des petits moyens pendant qu'on a perdu et on perd du revenu, mais pendant qu'on est en train de réfléchir à demain, les quelques initiatives qui sortent, y mettre quelques carottes pour encourager les gens et communiquer correctement et intensivement dessus en interne, c'est important. Eisenhower a une phrase qu'il a dit que moi j'aime beaucoup sur la motivation. La motivation est un art. Quand j'ai lu ça la première fois il y a quelques années, je me suis dit, tiens, je me suis arrêté là. Un art, oui. Simplement parce qu'il s'est dit, c'est l'art d'amener les gens à faire ce que tu veux leur faire faire, mais parce qu'ils veulent le faire. Comment y arriver? C'est une combinaison de beaucoup de choses. Et un certain nombre de ces choses sont les choses que je venais de partager avec chacun d'entre vous. Donc, pour conclure, effectivement, c'est que on est en train de se dire comment communiquer, mais en réalité, c'est comment s'assurer qu'on gère correctement un changement qui est brusque, comment s'assurer que l'on garde les gens motivés, comment s'assurer que l'on aide l'alignement pour les défis à venir. J'espère avoir rapidement donné les quelques idées, les quelques choses que moi j'ai expérimentées. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ont expérimenté plein d'autres choses aussi, mais voilà ce que moi, dans mon petit milieu, dans notre entreprise, avons expérimenté et que je partage avec chacun d'entre vous. Clairement. Mais... Et Guy, si je peux juste abonder dans ton sens par rapport au changement dont tu parles. D'ailleurs, souvent, on utilise le terme change management. Mais en fait, par rapport à ce que tu viens juste de dire, on n'est pas dans du change management, en fait. Parce que le changement, en fait, c'est constant, comme tu dis. Et tout le temps, on est dans une période vraiment de changement perpétuel. Aujourd'hui, on parle de Covid. Demain, on ne sait jamais. La crise économique déjà longue. Et en plus de ça, je sais qu'en RDC, on ne sait jamais, la crise politique n'est jamais loin. Donc, ce change management, c'est même un concept qu'on doit mettre de côté, en fait. C'est du change en constance. Clairement. Excellent, excellent. En tout cas, un grand merci pour vos interventions. C'est très inspirant. En tout cas, moi, je retiens pas mal de choses et très importantes que je vais m'atteler à appliquer dans mon propre cas et à conseiller d'autres personnes. Donc, par exemple, on va éviter les hashtags entrepreneurs, les lifestyle entrepreneurs, les tenderpreneurs. Soyons vraiment des entrepreneurs et des chefs d'entreprise à part entière qui, dans leur quotidien, à travers des formations de tout le personnel, cultivent la culture de la vente, qui est un carburant nécessaire à nos entreprises. Utilisons les outils pour écouter et transformer les besoins du client, qui est le moteur de nos entreprises, et motivons nos équipes à tous les niveaux à changer de paradigme pour émerger des idées innovantes, qui est l'entretien de notre entreprise. Et je pense qu'avec toute cette combinaison, nous aurons des entreprises pérennes et vraiment grandioses. Alors maintenant, je te donne le mot de la fin.
Que dire après toutes ces brillantes interventions de mes collègues avec qui nous avons discuté, les brillantes questions qui ont été soumises tant au niveau du chat et finalement l'intérêt qui a été porté. Si vous devez retenir une chose de cette masterclass, nous sommes partis d'une problématique plutôt globale de croissance qui n'est pas liée forcément au Covid, mais qui est vraiment liée à la manière dont le business est en train d'être mené au niveau de l'Afrique. Un seul maître mot, une clé a été ressortie pour favoriser, que ce soit au niveau des petites entreprises et des grandes entreprises, cette croissance, c'est la culture de la vente. Et j'ai aimé dans un échange Emmanuel qui disait, ce n'est pas juste la culture de la vente. Aujourd'hui, la vente est devenue une science. On a souri, mais c'est une réalité. C'est une science dans la mesure où il y a une nécessité de mettre le client au centre de notre démarche, de nos business, mais de le faire de manière intelligente en intégrant le digital. Et cette intégration du digital est perçue vraiment comme un outil qui nous permettra de pouvoir mener à bien cette fameuse science par une analyse fine des comportements des clients, de ce qu'ils attendent, des interactions quotidiennes. Mais finalement, cela n'est possible, comme l'a dit Guy Christian, qu'en remettant également nos clients internes, nos collaborateurs, en leur redonnant une considération nouvelle, c'est-à-dire en les voyant différemment. Donc, une nécessité de fidéliser le client interne, car c'est au travers de cette fidélisation du client interne que nous allons pouvoir faire sortir l'énergie nécessaire pour nous occuper du client externe, vraiment une donnée très importante. Alors, s'il faut clôturer cette masterclass avec une note plutôt positive qui traduit notre état d'esprit à nous 5 depuis le début de la préparation de cette masterclass, c'est que nous sommes convaincus que les forces de vente, et dans chaque entreprise, il y a des forces de vente. Vous êtes un entrepreneur, c'est vous votre force de vente. Nous sommes, vous êtes les héros du redressement. Et ce redressement doit se faire en capitalisant, en motivant, en intégrant différentes donnes qui n'ont pas été prises en compte depuis, qui n'étaient pas prises en compte à l'époque et qui ont été mis en avant avec cette crise dont nous sortons, je l'espère, de manière optimiste, dont nous sortirons en tout cas bientôt. Merci beaucoup, Alexandra. Vraiment, et heureusement que tu as vraiment tout résumé. J'espère que vous avez tout noté et que vous allez revenir avec beaucoup plus d'idées. Maintenant, il va y avoir un sondage